tous et merci d'écouter ce nouveau PIFcast. Aujourd'hui, c'est un numéro un peu particulier puisque pour la première fois dans l'histoire des PIFcasts, nous avons deux invités, Alexandre Poncet et Gilles Penseau, journalistes et réalisateurs du Complexe de Frankenstein, leur second documentaire consacré aux effets spéciaux qui sera montré au public du PIF le 18 novembre prochain. Et c'est une première mondiale. Ils sont avec nous pour en parler. Et aussi pour en discuter, comme d'habitude, Cyril. Bonjour. Je suis dernier. Fausto. C'est moi. Et Xavier. Bonjour. Et bonjour Gilles et Alexandre. Et bonjour. Et merci de nous inviter. Alors pour qu'on puisse avoir les voix, donc Gilles. Gilles, c'est moi, voilà. Et Alexandre. Et c'est moi. Voilà. C'est plus simple pour ceux qui n'ont que les oreilles pour voir ce podcast. C'est-à-dire tout le monde. Et qui est Cyril en fait Je suis un spectre. Fantôme. Bah dites-nous tout alors. Alors voilà, nous on va partir en fait. On va laisser... on va expliquer un peu c'est un documentaire qu'on suit depuis un petit moment. On avait déjà donc passé le documentaire qui a fait le tour du monde sur Harryhausen. On l'avait passé en première quasi mondiale au PIF. En plus que première mondiale, parce que le film n'était pas fini. Voilà. C'était ça. Non mais ça, on a une histoire avec le PIF quand même. Séance gratuite un dimanche matin. Vous pouvez pas avec des copyrights faire payer l'entrée. Voilà. Je me souviens avoir récupéré votre documentaire. Il venait juste d'être fini. C'était. Ouais, si tu sais dans quel état nous aussi on était, parce que toute la nuit on a essayé de le sortir ce documentaire. Je m'en souviens. Toute la nuit, Gilles a essayé de le sortir, et moi j'essayais de joindre Gilles. Un accouchement difficile, sans péridurale. Mais c'est vrai qu'on a un lien particulier au PIF parce que on a présenté Harryhausen. L'année d'après, si je dis pas de bêtises, on a présenté la bande-annonce du Complexe de Frankenstein. Ouais. L'année suivante, on a présenté 10 minutes du Complexe de Frankenstein. Et on s'est dit que cette année, on n'allait pas vous présenter 20 minutes du film et le film entier. Enfin, on est super contents. En plus, vos posters sont sublimes et très très raccords avec nos films. Oui, la première fois, c'était un dinosaure et des soucoupes volantes, si je me trompe pas. Et là, c'est King Kong. Et là, King Kong, enfin, on pouvait pas rêver mieux, quoi. Donc, on est très heureux d'être. Et là, pour le coup, c'est aussi une première mondiale, sauf que ce coup-ci, le film est terminé. Voilà, étalonné, mixé, il est tout beau, il est tout propre. Et donc, en plus, au Grand Rex, qui est un lieu mythique pour le fantastique. Carrément, oui. Complètement, ouais. Créé par Alain Schlockhoff, le fantastique. Absolument. Et en plus, on était au Grand Rex il n'y a pas longtemps, nous, parce qu'on est allé écouter et voir Danny Elfman. Donc, se retrouver au même endroit, c'est un peu touchant, quand même. Ouais, c'est la classe. Et donc voilà, donc ce documentaire, il est venu, je crois, l'idée de le faire suite à Harryhausen, ça c'est un peu l'évidence. Hein. Non mais c'est suite à comment ça s'est fait en fait. Ça s'est fait de façon très organique. C'est assez étonnant en fait. Moi je suis parti aux États-Unis. Donc le film est sorti en Angleterre en 2012, fin 2012 au cinéma, Harryhausen. Ensuite, en 2013, si je ne me trompe pas, oui, 2013, je suis parti en mars aux États-Unis pour faire le tour des studios pour projeter le film en fait, pour montrer donc chez Tippett Studios, chez Pixar, chez ILM, chez pas mal de studios. C'était un petit peu. En plus, moi, c'était la première fois que j'allais aux États-Unis. On avait zéro budget sur Harryhausen. On n'a pas pu se payer un voyage aux États-Unis. Donc là, c'était un petit peu la récompense. Je faisais la tournée des Grands-Ducs. Je suis allé à Monsterpalooza présenter le film devant une salle comble. C'était assez surréaliste. Et ensuite, donc, j'ai été invité un peu partout. Et à chaque fois que j'allais dans un studio, il se passait des trucs. Je filmais des démonstrations d'effets spéciaux, d'animatroniques, de choses comme ça. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai commencé à vouloir faire des interviews. J'ai commencé, en fait, la tournée. Pour l'instant, j'emploie le jeu parce que je vais y revenir après, c'est devenu nous. J'ai commencé le film tout seul et j'ai ramené des images qu'on a analysées après avec Gilles. Mais en fait, j'ai commencé avec Phil Tippett qui m'a invité pendant, je sais plus, une semaine chez lui et au studio. Alors Phil Tippett, c'est celui qui a fait plusieurs des meilleurs effets visuels de l'histoire du cinéma. Il a fait Ed 209, donc il a animé Ed 209 en stop motion pour Robocop. Il a fait tous les effets spéciaux de Robocop 2, de l'Empire contre-attaque. Gilles pourrait faire une thèse sur Phil Tippett aussi. Oui. Disons pour résumer, il a fait tous les effets d'animation des 3 premiers Star Wars. C'est le Ray Harryhausen en fait moderne. C'est le successeur spirituel de Ray Harryhausen, donc des fameux Walker qui a dans l'Empire contre-attaque, ceux qui sont sur 2 pattes à la fin du Retour du Jedi. Il a fait donc beaucoup de stop motion, d'effets assez hallucinants. Et puis il est passé à l'image de synthèse avec Jurassic Park et Starship Troopers. Il a fait encore des effets incroyables. Il fait partie des rares qui ont pu amorcer le virage, parce qu'il y en a beaucoup qui, lorsque les images de synthèse sont arrivées, ont fermé boutique ou ont eu du mal. Et lui, pas du tout. Il a amorcé le virage. Et donc, pour nous, c'était un personnage mythique
moi je l'avais déjà rencontré, mais pas physiquement. Je l'avais interviewé longtemps pour un bouquin que j'avais fait pour plusieurs articles. Mais là, c'était un cran au-dessus. Ah ben non, on l'avait interviewé. En fait, on devrait rembobiner un petit peu. En fait, toutes ces rencontres qui ont été faites aux États-Unis, ça a été amorcé par Harryhausen. Quand on a commencé à Harryhausen, on était tout seul pendant 1 an et demi. Et au bout d'1 an et demi, on a été adopté par la fondation Harryhausen, qui nous a ouvert toutes ses portes. Et en fait, on a été invité aux 90 ans de Harryhausen. Et là, on a pu rencontrer beaucoup de monde, dont Phil Tippett, Rick Baker, Dennis Muren, etc. Donc Rick Baker, grand maquilleur, le loup-garou de Londres. Dennis Muren, c'est le seul superviseur des effets visuels au monde qui a son étoile sur Hollywood Boulevard. Il a eu je sais plus combien d'Oscars, Jurassic Park, Terminator 2, Abyss. Donc c'est un génie absolu. Et donc tous ces gens étaient là pour l'anniversaire de Harryhausen et on a pu les rencontrer. Et on s'est lié en fait avec certains, dont Phil Tippett. On est resté assez proches. Il nous a même retourné une interview en post-production pour le doc sur Harryhausen. Quand on est dans des conditions tellement précaires qu'on a fait sa première interview, il n'y avait pas de son ou à peine, enfin l'image était pourrie. Et il a accepté de la refaire propre chez lui, filmée par un pote. Et donc voilà, on sentait qu'on avançait d'un cran dans la relation avec lui, pas qu'avec lui, mais lui en particulier. Et l'étape d'après, c'est qu'il est hébergé Alex pendant 1 semaine, quoi. J'irai dormir chez Phil Tippett. Bah, ouais. Non mais c'était un petit peu bizarre parce que j'ai échangé quelques mails avec lui pour lui dire j'aimerais bien montrer exactement. Non, j'aimerais bien montrer le film à Tippett Studio. Et donc je serais à Berkeley. Il m'a proposé de me loger. Je pensais que je serais logé au studio, mais en fait l'adresse qu'il m'a donnée c'était chez lui. Donc il avait une chambre de vide. Il m'a gardé pendant une 8aine de jours. Non, mais sur la vitre de chez lui, il y a un autocollant qui dit que cette maison est protégée par Robocop. Par Robocop. Donc la semaine était un peu surréaliste et on a appris à vraiment se connaître. Et à la fin de la semaine, où je suis resté donc chez Tippett Studio et chez Phil, j'ai décidé de faire une interview. Je lui ai proposé à la fin, donc c'était un dimanche, et donc il m'a emmené dans sa man cave où il a plein de collections de livres, de squelettes, de trucs. Enfin, il y a vraiment un gros bazar dedans. Et on a fait une interview là. Et c'est la première interview qu'on a faite pour le complexe de Frankenstein. Et cette interview, en fait, j'ai posé des questions qui me venaient après l'avoir observé pendant 1 semaine. Après l'avoir observé, il était en train de travailler sur Effectio, un logiciel qui permet d'incruster des monstres dans des vidéos amateurs. Et je l'avais vu travailler avec ses animateurs. Il travaillait également sur Mad God, qui est un film indépendant en stop motion. Donc voilà, j'avais tout regardé. J'ai posé des questions sur le fait de qu'est-ce que c'est d'être un créateur de monstres, sur sa technique, sur aussi son vécu. Par exemple, quand il a vécu Jurassic Park. Il devait faire les dinosaures en image par image avec des marionnettes. Et ensuite, l'image de synthèse est arrivée, il a perdu le travail, il l'a récupéré, il a dû travailler sur les images de synthèse, mais ça a été une grande transition dans l'histoire du cinéma. Donc on a parlé de ça, on a parlé de sa vision de l'industrie actuelle des effets spéciaux. Et ensuite, j'ai continué, je suis allé chez DI, donc Alec Gillis et Tom Woodruff, qui ont fait des effets spéciaux sur Starship Troopers, Jumanji, les Aliens, etc. Les frères Kyodo qui ont fait Killer Clowns from Outer Space, Critters, et à chaque fois je me retrouvais à pouvoir filmer des démonstrations. Je posais à peu près les mêmes questions sur l'état de l'industrie, sur les effets spéciaux. J'ai ramené toutes les images. Donc c'était un voyage de 2 semaines et demie, 3 semaines. Non, c'était même un peu plus que ça, presque 1 mois. Et j'avais envie de partager, c'était tellement surréaliste. Et j'ai ramené les images, je ne savais pas du tout quel film tirer de tout ça. Et je les ai donnés à Gilles et on a tout regardé, on a tout revu, on a commencé à réfléchir. Quel film ? Il y avait un film dedans, on ne savait pas exactement ce que c'était et on a fini par le trouver. Mais c'était pas évident parce qu'en fait, on avait envie de parler d'effets spéciaux, puis de toute façon, c'est ces gens-là que Alex avait rencontrés. Mais on s'est dit, on fait quoi ? On fait un film sur les effets spéciaux ? Est-ce que c'est pas trop vaste ? Est-ce qu'on fait un film sur l'industrie des effets spéciaux aujourd'hui, qui à l'époque, enfin aujourd'hui encore, mais à l'époque, connaissait une crise vraiment particulière. C'était la grosse crise des effets spéciaux. C'était en train de s'effondrer. Mais on s'est dit, est-ce que c'est de ça qu'on a envie de parler ? Est-ce qu'on a envie de parler que des effets spéciaux pratiques, ce qu'on fait en direct devant la caméra, par opposition aux effets qu'on fait sur ordinateur après coup ? Parce que c'est bon. Est-ce qu'on veut faire un film pour une niche aussi ? On a une tendresse un peu particulière pour ça. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Et petit à petit, je sais plus comment, mais l'idée s'est un peu imposée d'elle-même. On s'est dit qu'on avait envie de
de parler des créateurs. Et des créateurs, pas que d'effets spéciaux. Enfin, on avait envie de restreindre un peu à la fois d'élargir le débat, mais de restreindre notre champ d'investigation. Et on s'est dit, on va s'intéresser à ceux qui fabriquent des créatures. Parce que c'est un aspect très humain. C'est-à-dire que ceux qui font, je sais pas moi, des matte painting ou des effets visuels qui ne concernent pas des personnages, c'est un métier à part. Mais ceux qui fabriquent des créatures ont une relation particulière à leurs créatures. Et assez rapidement aussi, le nom de Frankenstein est arrivé. Pour deux raisons. D'abord parce que c'est l'un des monstres les plus connus du cinéma fantastique, et aussi parce qu'il y a ce lien particulier entre le créateur et sa créature. On sait que le créateur met un peu de son âme, de sa personnalité dans la créature, dans la fiction de Mary Shelley, dans tous les films qui en sont tirés, et aussi dans la réalité, parce que on a bien vu que Phil Tippett, quand il crée une figurine, et même les animateurs qui font de l'image de synthèse, ils jouent le personnage eux-mêmes. Enfin, ils s'identifient un peu, et souvent on retrouve un peu de leur personnalité. Les monstres de Phil Tippett, ils ressemblent un peu à Phil Tippett, quoi. C'est ceux de Ray Harryhausen ressemblent à Ray Harryhausen d'une certaine manière, pas physiquement, mais dans le comportement. Enfin, ils ont tous et donc on s'est dit, on tient peut-être quelque chose là. C'est donc les monstres, parce que vous aurez très bien pu aller voir celui de Harman pour voir, voilà, c'est gourmet, des choses comme ça. C'était vraiment le côté monstrueux. Et puis créature, c'est vraiment créature, parce que par exemple, Dr Octopus, les tentacules de Dr Octopus, pour nous, c'est des créatures. Et on a un passage sur les effets spéciaux de Dr Octopus dans le film. Et donc voilà, c'est assez large. Oui, de toute façon, le mot monstre, on en parlait dans le docu sur Harryhausen, parce que lui n'aimait pas utiliser le mot monstre. Il disait créature, parce qu'il les aimait comme des enfants un peu. Bon. Alors monstre, c'est un côté péjoratif. Enfin, moi j'aime beaucoup le mot monstre. On s'est servi de creature designers pour le titre original, c'est-à-dire les créateurs de créatures. Bon, en français. Ah, pour le titre anglais, disons. Oui, titre anglais, parce qu'original du coup, on sait pas trop. C'est un film français, donc. Ouais. Mais le premier titre qu'on a trouvé, on s'était dit que ce serait sûrement temporaire. C'était le complexe de Frankenstein. On s'est dit, écoute, c'est vraiment le sujet du film. Alors c'est un vrai nom. En plus. Alors pour tout avouer, c'est un syndrome qui est. C'est quoi alors? Ce sont deux noms qui existent vraiment dans le dictionnaire, on les trouve. C'est vrai, créature. Ça existe. Créature aussi. C'est un vrai symptôme, un vrai. Alors en fait, c'est pas exactement ça. C'est pas notre définition en fait qui existe. Le complexe de Frankenstein, l'idée nous est venue, mais sans trop. On se disait ça doit exister parce que ça sonne trop bien. Et en fait, ça existe. Et c'est Isaac Asimov, le célèbre auteur de science-fiction, qui a fait qui a écrit un tas de livres sur les robots, notamment l'intelligence artificielle. Et le complexe de Frankenstein, c'est plutôt lié à l'intelligence artificielle. Mais il y a quand même un lien. Enfin, le docteur Frankenstein, quand on fabrique un robot qui nous échappe un peu parce que il fait pas forcément ce qu'on aurait voulu qu'il fasse, ou il raisonne par lui-même, il y avait un lien. Ça nous paraissait logique. On s'est dit, on va peut-être le garder, on verra bien, et on l'a gardé parce qu'on ne trouvait pas mieux. Je pensais qu'on ne pourrait pas le garder, en fait, sincèrement. Il y a quelques mois, Universal nous a officiellement autorisé à garder le titre. Donc on garde. Alors c'est dans le domaine public, mais il y a des zones floues. Par exemple, la fille de Boris Karloff est en veille totale sur tout ce qui est sur Frankenstein. Ah ouais, d'accord. Et là-dessus, Universal nous soutient par rapport à tout droit. Sachant en plus que c'est pas un film de fiction autour du personnage de Frankenstein. Je pense que vous êtes. Non, mais on entretient un tout petit peu le doute parce que. Vous faites bien, c'est commercial, c'est bien. Non, mais parce que on l'a pensé comme un film avant de le penser comme un documentaire. En fait, ce qui peut paraître bizarre, c'est que moi j'ai réalisé pas mal de documentaires avec Alex. C'est le deuxième qu'on fait ensemble. Mais j'ai pas vraiment une culture du documentaire. J'ai plutôt une culture du film de fiction. C'est-à-dire, je regarde peu de documentaires. C'est pas un mal. Je sais pas si c'est un mal ou un bien, mais en tout cas, c'est vrai que quand on raisonne en faisant un film, on raisonne comme un film de fiction, c'est-à-dire avec une musique de film qu'a faite Alex. Alors là, pour le coup, il a fait de A à Z parce que dans le Harryhausen, la musique, la majeure partie de la musique originale, c'est Alexandre qui l'a faite, et on a emprunté quelques morceaux de Bernard Herrmann. Là, il y a de la musique quasiment du début à la fin. C'est dur de passer à côté de Bernard Herrmann. Je vois pas la différence. Non, Bernard Herrmann, c'est un peu moins bien, mais enfin bon. Et là, Alex a fait toute la musique, et on a voulu une musique de film qui véhicule des sentiments, qui fasse peur, qui fasse rire, qui nous émeuve. Et quand avec des thèmes bien précis. On a écrit la structure du film. On voulait aussi on s'est dit là, il nous faut un retournement de situation, il nous faut un climax, il nous faut une chute. On l'a écrit comme un. Vous voulez dire y aurait-il un twist dans votre film? Absolument. En réalité, tout n'était qu'un rêve. Et du coup, une fois que vous aviez trouvé, on est tous morts en fait. Une fois que vous aviez trouvé cette narration, est-ce qu'il vous a manqué des choses, ou est-ce que... Oui. Alors ça s'est passé en plusieurs étapes. Alors, écrire un documentaire, c'est un peu particulier parce que contrairement à une fiction, on écrit une structure la plus précise possible, mais après on se heurte au réel. Et voilà, est-ce qu'ils vont vraiment dire ce qu'on a envie qu'ils nous disent?
Alors, je dois dire que la plupart du temps, c'était que des bonnes surprises. Évidemment, ils n'ont pas forcément dit mot à mot, parce qu'on essaye quand même d'écrire un vrai scénar avec Phil Tippett va nous dire ça. Vous savez à peu près leur parcours et vous savez ce qu'ils Mais d'abord, on a rencontré certaines personnes qu'on n'espérait pas rencontrer, et puis ils nous ont donné et dit plus que ce qu'on voulait. Donc après, on se retrouve avec une matière énorme qu'il faut tailler dedans et garder le cap de notre structure. Alors déjà, faut savoir que le film s'est fait sur 2 ans et demi, 2 ans et 7 mois là. Ouais. Et il y a eu plusieurs sessions de tournage. Donc il y a eu la première session début 2013, Alex tout seul, ouais. Deuxième session début 2014, donc 3 semaines environ, et dernière session début 2015. Je me trompe pas? Non, oui, c'était en février à chaque fois, février-mars. Et donc à chaque fois, on s'était donné des buts bien précis sur les interviewés qu'on devait rencontrer et sur les propos qu'on voulait ramener. On a aussi essayé de pas trop guider le sujet, quoi. C'est-à-dire que les 2 premiers voyages, on a fait beaucoup d'investigations. C'est-à-dire que les interviews, on n'avait pas forcément les réponses qui étaient écrites, quoi. Par contre, quand on a monté tout ce qu'on avait des 2 premières sessions, la 3e, on est allé en mode sniper, c'est-à-dire que l'interviewé, par exemple Kevin Smith, on lui disait alors là on aimerait parler de ça, tu arrives avant un tel, après un tel, un tel dit ça, et toi qu'est-ce que tu penses du sujet? Donc on en parlait un petit peu avant, d'accord, est-ce que tu penses que tu peux le dire sur ce ton-là? Parce que ça arrive à ce moment dans le film, et ce moment dans le film, c'est un petit peu plus léger, ou sinon, c'est un petit peu plus... En fait. C'est un dialogue. Ouais, et le truc, c'est que, voilà, on les dirigeait, on pouvait faire 2, 3, 4 prises. Alors Kevin Smith, il est tellement bon qu'on n'a pas fait... C'est lui-même qui disait, je vais vous la refaire parce que je vais faire mieux. Mais c'est vrai que c'était vraiment de la direction, quoi. Et voilà, on s'entendait avant sur ce qu'ils étaient... On avait déjà un montage, quand on est arrivé. Donc on a vraiment écrit le scénario à partir du montage. C'est-à-dire qu'on a fait la transcription de tout ce qu'on avait et on s'est dit tiens là quand même il nous manque un lien parce que on passe d'une scène à l'autre, on n'a pas la transition qu'il nous faut et donc on avait Alec Gillis donc qui a travaillé sur par exemple le remake de The Thing. On lui a dit voilà juste avant toi il y a Rick Baker qui parle d'une expérience malheureuse sur Men in Black. Si tu pouvais enchaîner. Donc on lui dit voilà la dernière phrase que dit Rick Baker c'est ça arrive de plus en plus souvent. Et il dit c'est vrai que ça arrive de plus en plus souvent. Il fait la réponse donc du coup tu te retrouves avec alors le piège, c'est que ça peut être un peu mécanique, mais en fait, ils sont tellement bons que ça marche tout seul. Non, je pensais simplement que ça devait faciliter le montage, en fait, de manière assez impressionnante. C'était génial. En plus, on pouvait même leur montrer les séquences. On leur disait, voilà, regarde la séquence qui vient avant toi. C'est un peu démiurgique, mais bon. Ouais, mais tu sais, finalement, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a vraiment pensé à ce film comme un film, sans le restreindre à c'est un docu, c'est un reportage, c'est une fiction, non, c'est un documentaire, il entre dans la famille documentaire complètement. Mais de la même manière, on a essayé d'éviter au maximum, je dis pas qu'il y en a pas, les gens assis en train de parler. Parce que dans ce type de documentaire, et d'ailleurs dans le film sur Ray Harryhausen, c'est quasiment tout le temps le cas, on a des gens assis en train de nous parler et des extraits. Des gens qui nous parlent, des extraits. Et on s'est dit, est-ce qu'on peut pas sortir de ça? Caméra à l'épaule, ils vous montrent des trucs et tout. Voilà, dès qu'ils peuvent, parce qu'on parle de quelque chose de tellement visuel qu'il faut les voir faire si on peut, et aussi organiser des rencontres et des dialogues où on s'exclue un peu, ils nous oublient un peu et puis ils parlent entre eux. La première qu'on a faite vraiment là-dessus, c'était John Landis, Joe Dante. En fait, on avait une envie sur ce film, c'est réunir ces deux-là pour qu'ils parlent de leur rivalité sur Hurlement et le Loup-garou de Londres. Et ça n'avait jamais été fait. Pas de parler de la quatrième dimension et de ce qui s'est passé sur le... Non. Vous voulez garder un petit peu de sympathie dans le... Non, on s'est dit on en parlera à toute fin, mais pas au début. Genre on n'en parlera pas. Non, pas du tout. Non, par contre, les voir justement parler de ça, ça donnait une autre dimension à la chose, quoi. On a eu des docs qui parlaient du Hurlement, on a eu des docs qui parlaient de... Mais jamais les deux. Mais jamais les deux en même temps avec les deux. Bah non, parce qu'on n'était pas sous la bannière d'un studio, là, donc on pouvait mélanger les deux sans problème. Il n'y a pas de promo, là, on parle. Non, ouais. Et donc du coup, quand on sait qu'on a réussi notre coup, c'est quand ils nous oublient totalement. Et que John Landis dit à Joe Dante, mais tu m'as fait chier avec ton film parce que du coup, tu m'as piqué mon idée et mon superviseur d'effets spéciaux. Et l'autre lui dit, ouais, mais ton film il avançait pas, il fallait bien que je fasse le mien. Et ils le disent de manière amicale en se marrant parce qu'ils sont super potes. Mais pour nous, c'était un trésor d'avoir ça parce qu'on l'a jamais vu nulle part. Et je pense c'est quoi les heureuses surprises dont vous avez parlé tout à l'heure, les bonnes surprises de ce écoute, il y en a eu plein. Alex a évoqué sans trop spoiler pour ceux qui vont voir. Non, mais le Jurassic Park, le tournant qui a été Jurassic Park. Ça, c'est un vrai. Quand on a filmé
alors Fittipaldi, c'est celui avec lequel on était le plus souvent, le plus longtemps. Donc on l'a filmé, vous le verrez dans tous les états, pas en peignoir chez lui, mais vous le verrez en train de bosser. Enfin, nous on l'a vu en peignoir chez lui. Mais... Oui, on voit l'extrait où il anime un 209. Il anime le 209 devant nous. Enfin, il a fait des tas de choses qu'on n'aurait pas imaginé. Il manipule les armatures de King Kong et Monsieur Joe. Il sort des sculptures de Star Wars. Et on lui a dit un jour, écoute, on aimerait quand même refaire une interview posée, parler de cette expérience de Jurassic Park. Il nous dit, ça tombe bien, demain il y a Spaz qui vient. Alors Spaz, Steve Williams de son vrai nom, c'est le gars qui a révolutionné l'histoire des effets spéciaux et du cinéma, même si on ne connaît pas son nom. Qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, à l'époque de Jurassic Park, il a fait un truc assez vilain. Comme vous l'a dit Alex, Fittipaldi a fabriqué des figurines d'animation. Il devait animer tous les dinosaures comme Ray Harryhausen, version un peu améliorée. Et Steve Williams faisait partie du département numérique de ILM. À l'époque, il faisait pas grand-chose. Ils avaient fait quand même Terminator 2 et Abyss, mais ça restait très expérimental. Et ce petit jeune, qui était un petit con à l'époque, qui a dit on va tuer les effets spéciaux de l'ancienne époque, il a piqué une figurine de Fittipaldi, il a scanné, il a créé un tyrannosaure en image de synthèse, il l'a animé. Et une fois qu'il s'est rendu compte que c'était réussi, il a montré ça à Dennis Muren, qui supervisait les effets visuels, il lui a dit regarde. Et Dennis Muren a dit mais il faut qu'on montre ça à Spielberg. Il montre ça à Spielberg. Et Spielberg dit on laisse tomber la stop motion, c'est mort, on fait tout comme ça. Donc Fittipaldi s'est retrouvé du jour au lendemain au chômage et c'était la fin du monde. Donc ces deux types-là aujourd'hui sont amis. Et donc avoir ces deux hommes assis l'un à côté de l'autre devant un squelette de tyrannosaure qui a servi pour le film et nous raconter ça. Encore une fois, c'est sans prix, quoi. Et ça, c'est une vraie surprise. On pouvait pas le prévoir. On savait même pas qu'ils se connaissaient encore, qu'ils se fréquentaient. C'est Phil qui nous en a parlé, en fait. Et il y en a eu plein, des bonnes surprises comme ça. Quoi d'autre Non, vous découvrirez. Non. Il y a qui alors pour faire un peu du name dropping. Alors, Alex, un petit teaser de notre casting. Donc on a Guillermo del Toro, Joe Dante, John Landis, Phil Tippett, Dennis Muren, John Rosengrant qui est l'ancien second de Stan Winston Studio, les frères Chiodo, Greg Nicotero, Rick Baker, Christophe Gans qui fait une petite apparition en français dans le texte. C'est le seul qui parle en français. Randy Cook, Scott Ross, ancien patron d'ILM. Randy Cook qui a animé les créatures du Seigneur des Ados. Joe Letteri donc qui est le superviseur des effets visuels du Hobbit, d'Avatar, du Seigneur des Anneaux. On a Richard Taylor, John Howe, le designer du Seigneur des Anneaux. On a David Clayton. On a organisé un tournage en Nouvelle-Zélande. On a engagé quelqu'un de chez Weta pour qu'il fasse des interviews pour nous. Donc on a des super interviews là-bas. On a l'équipe de Weta, Kevin Smith, oui, tu l'as cité. Kevin Smith. On a aussi Brian Peck, que j'adore, qui jouait le punk dans Le Retour des Morts Vivants, et en fait qui aujourd'hui est un coach d'acting, mais qui est surtout le plus grand expert de la planète des singes. Et le plus grand collectionneur de la planète des singes. Et il a une collection de folie. Et voilà encore une surprise agréable. On voulait parler de la planète des singes, l'original. Mais on n'avait rien. On n'avait rien du tout. Impossible de trouver du matériel. Une figurine, un jouet. Et lui, comment vous l'avez en fait, on est allé chez Sideshow parce qu'on avait organisé une session de tournage en 2015 chez Sideshow, exactement. Voilà, et on en a filmé les grosses sculptures magnifiques. Donc ils nous ont préparé un studio là-bas. C'était Toys Ils nous ont amené des prototypes, des trucs. On a tout filmé, un nouveau Yoda qui n'était pas encore sorti. Et ils nous disent à un moment, on leur demande une sculpture de la planète des singes parce qu'il nous faut quand même des illustrations si on parle des films. Et ils nous disent mais vous devriez appeler Brian Peck. Oui, c'est qui? C'est celui qui a la plus grande collection. Et donc il nous file le numéro, on l'appelle et il est là. On peut y aller le lendemain. Et on y allait le lendemain. Et en fait, il avait plein de maquillages originaux, de sculptures. Il a une pièce entièrement consacrée à ça. Et lui, comment il a récupéré ça, en fait? Il a acheté. Il a acheté ça à la fin des tournages et d'accord. Ouais, il a récupéré tout. De toutes les copies supervisées des films, aux props, aux costumes, aux scénarios. C'est un coach donc d'acteurs et qui est proche de plusieurs grands acteurs, mais il a récupéré des trucs incroyables. On lui a donné, par exemple, la statuette qu'il y a au début des Aventuriers de l'Arche perdue. En or, il l'a chez lui. Il faut pas la prendre. Hein. On a essayé de on l'a prise. Et on s'est fait tirer dessus par des flèches, mais bon, enfin bon. Non, c'est. Et alors, il y a eu aussi des gens qu'on avait prévus, mais on n'était pas sûr du tout de les avoir, dont Rick Baker, qui pour nous était un personnage incontournable parce que c'est l'un des créateurs de créatures les plus connus, les plus importants du monde. Lui aussi, il a eu un paquet d'Oscars. Il a donc travaillé quand il était tout jeune sur le premier Star Wars, le Loup-garou de Londres, on l'a rendu célèbre.
Ouais, le loup-garou de Londres. Non, mais Danse avec. Non, pas Danse. Le truc de Kevin Costner, je danse avec les loups, mais c'est pas lui qui a fait les bisons. Non, ça c'est KNB. Non, ça c'est. Greg Nicotero. D'accord, Nicotero. Mais oui, Dans le il a film. fait. Et puis c'est spécialisé dans les singes. Il a les gorilles dans la brume, Greystock. Enfin bon. Pour nous, c'est. Non, Congo, c'est Stan Stan Winston. Ça fait 2 fois, Cyril. Fais gaffe. Cyril, Hein. c'est encore une Voilà. C'est pas bon ça. Hein. Il rebondit sur les loups, sur les singes. Les loups, les singes. Raté, Alors, raté. tous les loups sauf Danse avec les loups et tous les singes sauf celui-là. Sauf Alors Congo. Man in Black. Enfin, toujours est-il que Rick Baker, pour nous, c'était impensable de ne pas l'avoir parce qu'il est considéré comme l'un des plus grands, peut-être le plus grand dans sa catégorie, créateur d'effets spéciaux de maquillage. C'est peut-être même pour lui qu'on a inventé ce nom-là, effets spéciaux de maquillage. C'est le premier qui a eu l'Oscar officiel des effets spéciaux de maquillage. Enfin bon, il nous le fallait. Un type adorable, mais injoignable. Il a pas d'agent. Je précise injoignable, même quand tu as son email Non, personnel. mais il répond jamais. C'est pas la peine. Bon, alors on s'est dit on s'en fout, on va quand même essayer quoi. Sauf que alors on savait qu'il était ambassadeur d'une marque de maquillage qui venait de temps en temps. Alors on a essayé de tous les côtés avec John Landis, avec quelqu'un de la marque de maquillage. On a envoyé 50 mails et on est arrivé au bout de notre 2e voyage aux États-Unis. Et on s'est dit bon on l'aura pas. Et climax, parce que dans notre tournage aussi, il y a eu des rebondissements. Il envoie un mail quasiment la veille de notre départ en disant, en fait, il avait envoyé un mail avant en disant, de toute façon, je serai pas là pendant que vous êtes là parce que je suis en tournage au Canada. On s'est dit, c'est mort, ok. On dit, mais tu reviens quand? Enfin, ouais, ensuite, on peut faire croire qu'on le tutoyait parce qu'il nous a envoyé un mail parce que John Landis a envoyé un mail à Baker pour nous et donc sa marque d'effets spéciaux a envoyé un mail pour nous et on a attaqué il a fini par nous répondre, vous êtes endurant, quoi. Et on va essayer de le faire, mais je ne serai sans doute pas là, au moment où vous serez à Los Angeles. Et oui, 3 jours avant notre départ, il a envoyé un mail en disant c'est bon, si vous voulez, dans 2 jours, on peut se voir. Et dans 2 jours, c'était la veille de notre atelier. départ. Eh ben, on y va à l'atelier, on fonce. Et non seulement on a vu Rick Baker, qui est un mec ultra cool, mais il nous a reçus dans son studio, dans son atelier, qui était à la fin, parce que une semaine après, il annonçait qu'il partait en retraite. Il fermait officiellement, il vendait tous ses accessoires. Et son atelier, il a reconstitué le cimetière de Frankenstein, l'original, celui des années 30, quoi. Donc c'était ça notre décor de tournage, quoi. On s'est dit, c'est la folie, quoi. C'est un grand malade, hein. C'est-à-dire que t'as 15-20 mètres de cimetière. Et des tombes, avec des squelettes qui volent, etc. Et tu as une grande toile avec la lune, des nuages, tout ultra gothique, éclairée derrière au néon. Et on a fait une interview top dedans, non seulement visuellement elle était géniale, mais parce que c'était la chance que vous aviez. Et puis on le voulait, on s'est dit si on n'a pas Rick Baker, les gens vont nous dire attends, vous faites un film sur les créateurs de monstres, vous n'avez pas Rick Baker. On s'est dit il nous manque, mais bon après on fait ce qu'on peut, mais on l'a. Et ensuite on a tourné dans son showroom. On a tourné dans son... Thriller, c'est lui. Bien joué. Voilà. C'est bien. Tu vois quand tu veux. Oui, Thriller, c'est lui, absolument. Et donc il nous a fait visiter son showroom. On l'a même filmé en train de nous montrer 2-3 trucs, justement pour avoir des mouvements, pour pas avoir que des gens assis. Et voilà, ça faisait partie des bonnes surprises. Mais il y en a eu plein des bonnes surprises en fait. Moi j'ai une question, c'est quoi le trait commun en fait de caractère à tous ces mecs? C'est-à-dire que la sensation que j'ai quand je vois des photos des ateliers ou qu'on voit des vidéos en fait de ces mecs-là en train de bosser, c'est la sensation que ce sont des artisans assez humbles. Je pense qu'il y a des guerres d'ego parce qu'effectivement ils sont tous extrêmement talentueux et puis parfois je pense qu'il y a une vraie compétition pour décrocher certains projets. Mais la question que je me pose, c'est en fait qu'est-ce qui les unit en fait d'un point de vue du caractère, puisque c'est quand même des métiers qui sont même s'il y a une vraie logique de travail d'équipe. Quand je vois un mec comme Tippett, j'ai aussi l'impression que le gars est un peu une espèce de contrebandier solitaire. Enfin, je sais pas, c'est quoi en fait qui les unit En fait, quand tu les regardes au quotidien, c'est des gars qui peuvent traîner dans la rue, regarder n'importe quel détail, ramasser un truc et bloquer dessus pendant 15 minutes, quoi. Phil, il est toujours en train de regarder, je sais pas, toujours autour de lui, en train d'observer le monde de façon effectivement assez solitaire, et ensuite il revient vers toi et regarde ce que j'ai trouvé, quoi. Et ils ont tous ce truc, ils ont tous ce regard sur le monde très particulier, très artistique en fait. Et puis ça va sûrement sonner comme un cliché, mais c'est tous des enfants, quoi. C'est tous des gamins. Ah, c'est tous des gamins. Ils sont obligés de traiter de façon industrielle. Alors certains sont des chefs d'entreprise, pas toujours faciles avec leurs équipes parce qu'ils les poussent à bout. Comme Tippett, il est comme ça? Tippett, non. Alors Tippett, c'est pour moi c'est mon préféré. Il paraît que le pire c'était Stan Winston. Alors Stan Winston, pas forcément avec son équipe. Non, Stan Winston, c'était un
disons un concurrent très particulier pour les autres. Voilà, c'est-à-dire il était dur en affaires, Ouais, franchement. il était dur en Quand il voulait un contrat, mais il il voulait était le malin contrat, parce hein. qu'il était showman, il se mettait en scène, il faisait les plateaux télé, il rendait son métier le plus mainstream possible, quoi. Et ça, c'était très intelligent. Après, bon, effectivement, il y en a qui, mais c'est des gamins. Par contre, Tippett, je reviens là-dessus. L'organisation de Tippett Studio, on dirait un garage en fait. On dirait un garage familial. Moi, mon meilleur pote, quand j'étais gamin, j'habitais dans un village. Ses parents avaient un garage, donc il y avait le père qui faisait la mécanique et la mère qui faisait les papiers. C'est exactement pareil chez Tippett Studio. T'as Jules, la femme de Phil Tippett, qui s'occupe de récolter les contrats, et Phil, il fait son day job, c'est-à-dire qu'il fait tous les contrats, il fait tous les boulots en fait qui l'intéressent pas forcément énormément, donc tous les trucs hollywoodiens, qui sont etc. les gros films, le en fait. matin. Et ensuite, l'après-midi, il va faire Mad God, tout seul, à expérimenter avec des ciments bizarres ou à faire des formes. La dernière fois, il mettait du plâtre un peu avec de la colle dans des préservatifs pour faire des formes Ne refaites pas ça chez vous. Hein. Non, surtout que ça lui explosait à la tronche tout le temps. Toutes les 5 minutes, c'était à mourir de rire. Mais voilà, Greg Nicotero par exemple, qui est un chef d'entreprise avisé maintenant, puisque c'est Monsieur Walking Dead, donc il travaille non seulement sur les effets spéciaux, il produit, il en réalise, enfin, il a un gros atelier, et puis il bosse non-stop, et puis il a des réalisateurs avec qui il travaille tout le temps. C'est une grosse entreprise. C'est une grosse boîte. À 16 heures perdues, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait la tête grandeur nature du tyrannosaure de Jurassic Park et du requin des Dents de la Mer, parce que ça l'éclate. Et il collectionne, voilà, il a collectionné le fantôme de Ghostbusters parce qu'il l'a trouvé, je sais plus où. Donc il agace sa femme, en fait, il ramène des trucs comme ça à la maison, et ensuite il doit les ramener au studio parce que ça marche plus dans le jardin. Et ils sont tous comme ça. Et Denis Muren nous a dit une phrase qui est dans le film d'ailleurs, il dit c'est un boulot à temps plein de rester un gamin, parce que quand tu es face aux réalités de ce boulot qui est il faut respecter les échéances, il faut respecter les budgets, il faut gérer les humains, il faut gérer la prod, tu peux vite oublier l'étincelle qui t'anime. Et cette étincelle, tous les mecs qu'on a vus, ils l'ont, quoi. On sent que quand ils y vont, c'est des enfants. Enfin, et puis quand ils nous voient nous, parce que nous, faut nous imaginer, se retrouver dans ces ateliers où on se retrouve face à des créatures qu'on a vues quand on était gamin et qu'on sait que c'est les originales, à un moment donné, on perd tout sens de professionnalisme, on a la bouche qui tombe par terre et on fait des selfies comme des abrutis avec tout ce qui traîne. Et eux, ils nous regardent avec un œil un peu attendri parce qu'ils se disent, oui, mais ils auraient fait la même chose. Voilà, exactement. Non, Phil, des fois, c'est un œil un peu consterné. Oui, non, parce que lui, il dit, mais gentiment consterné. Tu vas me reposer cette tête 2D de 109 de suite. Hein. Des fois, je le filmais, je faisais des timelapses de lui en train d'animer des trucs en stop motion. Il se tourne vers moi, mais c'est un peu comme regarder l'herbe qui pousse, non ? Oui. Oui, c'est facile. Non, c'est intéressant. Il faisait comme ça avec Ray Harryhausen quand il était gamin, donc il comprend. Et Steve Johnson, vous l'avez aussi vu ? Oui, on l'a. Steve Johnson, c'est un personnage important pour nous parce son intervention dans le film sur Ray Harryhausen était tellement brillante. Alors qu'il nous avait dit juste avant l'interview, j'ai rien préparé, je sais pas ce que je vais vous dire. On l'a trouvé tellement pertinent, tellement menteur. Enfin, je sais pas quoi. Il nous a amené ailleurs. Il a amené le débat un peu ailleurs. On s'est dit, il faut le faire revenir parce que là, en plus, il est super justifié parce que lui, c'est un créateur d'effets spéciaux. Il va nous parler de Abyss, de Ghostbusters, de son expérience avec Rob Bottin, avec Rick Baker. Parce qu'il a été assistant de Rob Bottin sur Hurlement. Et ensuite assistant de Rick Baker sur Le Loup-garou de Londres, par exemple. Non, puis il a fait des trucs de fou. Voilà, il nous a parlé notamment des tentacules de Dr Octopus. Enfin, et il a une personnalité bien particulière, Steve Johnson. Sauf que il est resté avec nous. En fait, on le voulait un peu comme un monsieur loyal, pas tout le temps. Parce que dans ce film-là, il y a des gens qui ont un rôle à jouer à un moment donné, puis après ils s'effacent pour en laisser passer d'autres. Et lui, il intervient évidemment pour nous parler des maquillages spéciaux, mais il intervient régulièrement, soit pour parler de son propre boulot, soit pour parler du travail de ses pairs, mais il est vachement bien, quoi, parce et puis sa manière de raconter les histoires, non seulement il a du recul sur ce métier-là, mais il a une manière hyper péchue de raconter les histoires. Il nous fait revivre des moments un peu difficiles qu'il a vécu sur Abyss notamment, où il a failli devenir fou. Il a promis qu'il était capable de réaliser. Il est rock'n'roll de façon comme mec. Enfin, il est complètement rock'n'roll. Une personnalité rock, il est assez unique, je pense. Il est totalement unique. Il détonne assez. T'as raison. En fait, ils ont tous des personnalités très différentes. Ils ont des points communs. Et puis Johnson nous rappelle et on en parle aussi dans le film, qu'à une époque, dans les années 80, c'était tous des rockstars, ces gars-là. C'est-à-dire qu'ils étaient connus. Ils étaient sur les couvertures des magazines. Certains avaient des looks de rockstar. Ils avaient des groupies. Ils étaient connus. Alors qu'avant, un maquilleur, tout le monde s'en foutait, le maquilleur. Mais quand eux sont arrivés, et c'est Rick Baker qui a lancé ça, sans vouloir, Tom Savini aussi, celui qui faisait les effets spéciaux gore de zombies,
de Creepshow, tout ça. Et c'est devenu des rockstars, mais ça n'a pas duré éternellement. Ça a duré 2 décennies à peu près, 80-90, puis après c'était fini. C'est lié à l'événement du numérique qui a Absolument, qui a désacralisé ce métier-là, et puis ils sont tous redescendus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on connaît le nom des gars qui font les effets spéciaux ? Même des gens aussi doués que Rick Baker qui font les monstres de la trilogie du Hobbit, des vrais monstres, des vrais maquillages. Qui connaît leur nom ? Les effets spéciaux numériques aussi, on ne connaît pas forcément les animateurs. Non. Donc ce métier s'est industrialisé beaucoup, et du coup la personnalité des gens qui sont derrière est moins apparente. Ça ne veut pas dire que les gens sont moins doués et ils font moins de boulot. Au contraire, j'aurais tendance à penser qu'ils en font encore plus qu'avant, parce qu'il y a de plus en plus de boulot. Mais un cap est passé. Et ça, c'est un sujet qu'on voulait aussi aborder dans le film. On ne savait pas comment, puis ça s'est fait naturellement. C'est vrai qu'effectivement, c'était des icônes, de pures icônes de contre-culture, en fait. Totalement. Dans les années 80, et quand tu disais que c'était des... C'était sulfureux, quoi. Ils faisaient le trash, ils faisaient les trucs un peu... Oui, puis finalement, on en venait à quasi plus retenir les noms des maquilleurs que les acteurs, en fait. On allait voir un film parce qu'on savait que Tom Savini avait fait les effets. Exactement. Mais souvent, on ne connaissait pas le réalisateur. Et puis, certains posaient, sur des photos, se maquillaient en monstres et se posaient avec leur créature. Les Vendredi 13, par exemple, moi je suis plus intéressé par la saga pour les effets spéciaux de maquillage que pour les réalisateurs. Je m'en battais les steaks. Bien sûr. C'est plus que je savais que c'est le mec qui fait les effets. Mais même les Freddy, au bout d'un moment on savait plus qui les réalisait, mais on savait que les effets spéciaux. Matt George avait fait, voilà, c'était ça. Alors, ou Rob Bottin. En revanche, vous êtes vraiment concentré sur des artistes artisans nord-améririens. On est d'accord. Alors, il y a quand même la partie néo-zélandaise dont on a parlé. Il y a Weta. Il y a quelques Anglais aussi. Puis on voulait. Italien, pas tant que ça finalement. Rambaldi, et puis, alors Rambaldi, on n'est pas fan de Rambaldi. En fait, déjà il y a ça. Bon. On évoque E.T. un moment. Brièvement. Vite fait. C'est vrai qu'on aurait. Rambaldi, il a une place importante. Ouais, il a une place importante. Le problème, c'est qu'on n'arrivait pas à le faire rentrer de toute façon. On a essayé à un moment de faire rentrer E.T. plus que ça. Le King Kong de 76, voilà, on va pas rentrer. Le problème, c'est que quand tu rentres dans l'histoire de Rambaldi, il y a aussi tout ce que ça amène au niveau polémique, qui ne rentre pas dans le film. Enfin, je veux dire, le combat Baker-Rambaldi pour le King Kong 76, on n'a pas une demi-heure pour le raconter, quoi. Rappelons quand même que Carlo Rambaldi, pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas du tout qui est cet homme-là, parce que c'est aussi un personnage de la série Alias, qui est inspiré du vrai Carlo Rambaldi. Donc voilà, il a fait E.T., les extraterrestres de rencontre du troisième type. C'est un Italien. Et, tout, voilà, et le King Kong de 76, le monstre de possession aussi. Le monstre de possession, qui était vachement bien. Qui ressemblait pas à ça à l'origine aussi. Non, mais qui a un côté Lovecraft qui est intéressant. Mais bon, c'est un parti pris. C'est vrai qu'on s'est dit, bon, est-ce qu'on... Il a fait E.T. Est-ce qu'on l'aborde E.T., effectivement. Il est rendu connu. Et puis, alors, ça c'est pas lié à Rambaldi, mais c'est peut-être un peu lié à l'Italie que tu évoques. On n'avait pas envie d'aller vers le gore non plus. On aurait pu y aller parce que évidemment les effets spéciaux de maquillage, notamment, ça fait penser aux effets horribles, aux effets gore. Et c'est la raison aussi pour laquelle on n'a pas interviewé Savini. C'est la question que j'allais vous poser. Voilà, on pensait à Tom Savini et Alex l'a rencontré d'ailleurs. Je connais Savini, j'aurais très bien pu l'avoir dans le film, mais c'est lui qui a fait des. Ils sont super. Mais ça ciblait davantage le gore. Ouais, un public. Et c'est plus les créatures là du coup. Et là on n'est plus dans les créatures parce qu'il a fait Fluffy dans Creepshow. Ouais, il a fait quelques zombies. Bon, il a fait des zombies, c'est des créatures, mais on les évoque via Nicotero. On évoque de toute façon Savini. Enfin, Savini, il est dans le film. Filigrane peut-être en. Oui, on en parle. Mais aussi, surtout dans le chapitre des rockstars, quoi. Enfin, parce que lui, ça est complètement. Mais lui, il a vraiment vrillé. La rockstar. C'est l'acteur. Totalement. Mais aussi quelque chose qui m'a convaincu de ne pas aller vers une interview de Savini, c'est que Savini m'a envoyé un promo reel l'an dernier d'un documentaire. C'était à CGS d'ailleurs cette année, quoi. Ouais, il est sorti là. Il était à CGS, ouais. D'accord. Tu l'as vu? Non, ça veut dire. Il me dit que c'est un truc un peu sci-fi, pas terrible, donc je sais pas. D'accord. En tout cas, il y a un documentaire qui est fait sur sa vie. Mais c'est autoproduit. Apparemment, c'est un peu autoproduit. Ce qui m'a envoyé, géographie saviniesque. Ce qui m'a envoyé, c'était un peu géographique et surtout, c'était un peu anecdotique. C'est-à-dire que ce qu'il m'a envoyé, il m'a envoyé 15 minutes sur From Dusk Till Dawn, Une nuit en enfer. Et c'était chaque plan de son apparition expliqué, quoi. Mais bon. Alors si tout le film. Non mais de toute façon, il fallait faire des choix. Il y avait le Japon aussi, j'y pense. Oui. On a Godzilla dans le film, bien sûr. Etc. Alors on évoque beaucoup Godzilla, on en parle longtemps. Alors pas avec les gens qui ont travaillé dessus, mais avec notamment Steve Chiodo et avec Matt Winston, le fils de Stan Winston, qui a créé l'école Stan Winston pour créer des caractères et qui défend les techniques d'effets spéciaux un peu à l'ancienne.
Et on voulait évidemment parler de Godzilla, qui est considéré comme le roi des monstres. Donc il a un chapitre important. Mais en fait, il a un chapitre qui est un peu maquillé. Le truc, c'est qu'on a une structure assez particulière. On essaie de parler des films sans parler directement des films. On essaie de garder de la hauteur à chaque fois qu'on parle d'un film. Ou sinon, si on parle d'un film, c'est que c'est une grosse étape dans l'histoire du cinéma. Mais par exemple, Godzilla, on parle de Godzilla quand on parle de la technique des hommes en costume. On va parler des 209 de Robocop quand on va parler de la stop motion. On a une structure au début. On peut peut-être parler de la structure du film. Mais parlons de la structure. Parlons de la structure. Mais allons-y, quoi. C'est par chronologie, c'est par. Alors justement, on a essayé de pas faire. On a essayé de pas faire chronologique. On a une première partie où on explique en fait la relation. On pose les bases de la relation entre les créateurs et les créatures. On pose la question de qu'est-ce qui est un bon monstre. Et donc chacun apporte sa vision de la chose. Et ensuite, on se pose la question de comment on crée un monstre pour le cinéma. Donc ça commence par le scénario. Après le scénario, on peut faire des dessins. Où, voilà, on trouve un artiste qui va poser ça en 2D ou en 3D. Par exemple, il y a George Duchel qui est le sculpteur des créatures d'Avatar qui nous a fait une sculpture en temps réel. Pour les dessins, on a Charlie Chiodo et John Howe qui nous font des dessins en temps réel, pareil, donc en time-lapse. Encore des bonnes surprises qu'on n'avait pas prévues du coup. Nous, on pensait juste montrer des dessins et montrer des sculptures. Mais donc, avoir les gens qui nous le font en live, ça c'était top. Quoi. Quand on a fait le design, donc avec les sculptures, les dessins, faut se poser la question de la technique. Donc, quelle matière, quel système. Voilà. La technique la plus simple, c'est de faire un maquillage. Donc là, on va commencer à parler de Jack Pierce, donc qui a fait Frankenstein, les Universal Monsters. On va parler de Lon Chaney, etc. On remonte. On a aussi une démonstration de maquillage avec Robert Englund, qui est maquillé en Freddy par Robert Kurtzman, un ancien de KNB. Enfin, c'est vraiment. Oui. Des images qui sont arrivées alors qu'on était en post-production il y a 2 mois. Fini, hein. Et du coup, votre film fait 4h12. Il fait 4h25. Et justement, le défi, c'était de condenser tout ça pour que ce soit fluide et pas indigeste. Le piège qu'on voulait absolument éviter, c'était de faire un bout à bout de making-of. Allez, making-of Jurassic Park, making-of Terminator, making-of... On s'est dit, mais non. Sauf que quand on a commencé, ça ressemblait un peu à ça, notre montage, parce qu'on s'est dit, on a tellement de trucs sur Jurassic Park, c'est génial, on va faire... Et après, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qui fait que ça ressemble pas à ça? Alors, ça ressemble pas à ça parce que la structure dont vous parlez, Alex, on va peut-être pas vous raconter tout le film parce qu'il y a des surprises incroyables dans le film. Le tueur, en réalité, c'était... Non, mais c'est vrai que on essaye de partir d'abord du sujet, les monstres. Qu'est-ce qui nous fascine tant dans les monstres? Donc on essaye déjà d'avoir pas mal de hauteur sur le sujet avant même que le film commence, dès le pré-générique. Et ensuite, c'est ce que Alex vient de vous raconter, c'est-à-dire que comment on fait, quelle est la démarche intellectuelle qui fait que je vais fabriquer un monstre, techniquement comment je fais. Ça nous paraissait important de passer un peu de temps sur chacune des techniques pour qu'on comprenne. Et qu'une technique en amène une autre, en fait. Et c'est le scénario. Tu dis, voilà, la stop motion, c'est bien. Ouais, mais si j'ai envie que le monstre touche l'acteur, comment je fais? Ah, bah alors il y a d'autres techniques. Et si ça peut être joué par un acteur, bah c'est un maquillage. Si ça peut pas être joué par un acteur, qu'est-ce que je fais? Et donc voilà, c'est une tactique en fait. Ça explique vraiment aux profanes. Mais sans forcément respecter la chronologie. C'est-à-dire qu'on peut passer de Méliès à Robocop 2. Robocop 2, exactement, en 1 seconde, parce que chaque technique se nourrit d'une autre et ainsi de suite. C'est une suite logique. Oui, et puis on est vraiment allé dans le raisonnement du superviseur des effets spéciaux à qui on confie un scénario. On lui dit voilà, t'as ce monstre à créer, débrouille-toi. Tu as tout plein d'outils, tu les connais. Exactement. Écoute, si ça peut être joué par un acteur, autant utiliser un maquillage. Mais si tout son corps doit être déformé, peut-être que c'est un costume. Mais si sa morphologie, ça peut absolument pas être un acteur, qu'est-ce que je fais? Je peux peut-être le faire en stop motion. Del Toro, dans ses making-of, justement, explique souvent ça, qu'il doit trouver la bonne technique pour pouvoir. Voilà. Del Toro introduit vraiment cette séquence d'ailleurs, enfin cette série de séquences. Sauf qu'à un moment donné de notre narration, il y a des films clés. Il y a des films qui ont été vraiment des moments, des tournants dans l'histoire des effets spéciaux. Et ceux-là, on les détaille. Par exemple, en fait, la première fois que toutes les techniques qu'on a décrites dans le premier acte ont été utilisées en même temps, c'est Star Wars. C'est la première fois que tout stop motion, maquillage, homme en costume, animatronique, alors Matt Painting, on en parle pas beaucoup parce que c'est vrai, mais tout ça a été utilisé dans un film Star Wars 77. Donc d'un coup, fin du premier acte, début du deuxième acte, il y a Star Wars qui emmène le Loup-garou de Londres Hurlement, qui emmène The Thing, qui emmène Gremlins, qui emmène Ghostbusters, qui emmène Abyss, et d'un coup on se retrouve avec la révolution digitale. Business aussi, parce que ce film était cartonné. Le studio voulait ce genre de film là plutôt que d'autres. On évoque ça parce qu'effectivement il y a des phénomènes de mode. Quand Gremlins
Gremlins sort, ça a un impact sur les gens qui font des effets spéciaux parce que les studios leur disent bon maintenant faites-nous utiliser des marionnettes, utilisez ce genre d'effets, ne faites plus. Alors Critters, on en parle, et voilà, et c'est à ce moment-là qu'on évoque ici. Ghoulies, vous en parlez ou pas? Non, on parle pas de Ghoulies et c'est vraiment. On s'est permis. C'est vraiment alors bien sûr, il y a un grand chapitre de 4h22 sur 4h22 sur l'Operation. Ouais. Une parenthèse assez importante. Non, par contre, on s'est permis au milieu de la scène sur Gremlins de faire une parenthèse sur Critters. Et sur Critters 2. Vous avez des Shadows, donc c'est ça. C'est important. Kyodo, prononcez-la l'italienne. Et on a Mick Garris aussi, qui est le réalisateur de Critters 2, donc qui nous fait une petite aparté là-dessus. 3 qui a fait connaître au monde. Leonardo DiCaprio. Et Critters 2 qui, rappelons-le quand même, il faut le réhabiliter, est bien supérieur à Critters 1. Qui est très mauvais. Mais bon. C'est un 32 quoi. C'est bien fait trop là. Alors ça, je sais plus. Il faudrait que je vérifie. Mais donc voilà, effectivement, à un moment donné, de la thématique, on arrive vers la chronologie, puis on repart vers la thématique. C'est une structure organique, comme disait Alex, c'est-à-dire que ça s'est un peu imposé tout seul. On a su très tôt que le cœur du film, enfin la moitié du film, ce serait Jurassic Park. Ouais. Qu'il fallait que toute la première partie du film nous amène à ce moment, à cette révolution où d'un coup, tout a changé. Plus rien n'est pareil, on perd tous nos repères. Alors du coup, c'est aux 3/4 qu'il y a Jurassic Park, parce que si c'est la moitié, c'est-à-dire que l'autre moitié, c'est quasiment que le numérique. Enfin, je sais pas, j'imagine. Non, parce que justement, on n'est pas, on sort de la chronologie après. Et après, on aborde d'autres sujets, d'autres thèmes. Le métier change, effectivement. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on mélange les techniques? Est-ce qu'on se retrouve avec un nouvel outil en plus? Ça, c'est les figurines en exactement. Qui après sont scannés. Est-ce qu'on a un nouvel outil en plus ou est-ce qu'on a un outil qui remplace tous les autres? Et donc, le débat s'oriente un peu vers ça. Je dirais pas qu'il devient philosophique, mais c'est un vrai... Mais il y a un dernier acte qui est un peu plus philosophique que les autres. Jackson dans les scénarios, il dit voilà, il faut des maquettes, il dit il y a plusieurs effets. Et chacun a sa bonne place au bon moment et on les mélange. Sauf que tu te rends compte, et on s'en est rendu compte en discutant avec les gars des effets spéciaux, que pour les studios, les effets numériques, c'était une aubaine, parce que non seulement ça permet de faire tout ce qu'on veut, mais ça permet aussi aux studios d'avoir plus de contrôle que le réalisateur sur le film. Parce que le réalisateur, quand il filme une marionnette, une fois qu'il a filmé, le studio peut pas dire « Ah, je la voudrais plus rouge ou avec les cheveux plus longs, avec une oreille... » Non, on l'a filmé comme ça, on l'a filmé comme ça. Le studio, avec une image de synthèse, jusqu'à la dernière seconde, il peut dire fais-le-moi plus petit, plus grand, plus rouge, plus bleu. Mais ça, ce serait diaboliser l'image de synthèse. C'est aussi un outil génial pour des réalisateurs qui en ont marre d'avoir des marionnettes où il faut tout le temps cacher les jambes parce qu'elles peuvent pas bouger. Donc, on n'essaye absolument pas de dire les images de synthèse, c'est mal et c'était bien mieux avant, le caoutchouc, c'est mieux. Chacun en tire les conclusions qu'il veut. Et alors, il y a donc très peu de réalisateurs en fait présents dans le documentaire, vraiment de vrais réalisateurs. Vous avez des réalisateurs comme Del Toro, vous avez dit, mais qu'est-ce que tu appelles un vrai réalisateur? Dans le sens où qui n'ont pas de points. Non, mais dans le sens où qui ne sont pas du tout animateurs et qui du coup pourraient vous parler de leur relation justement aux maquettes, aux monstres, et tout. Moi, je t'appelle c'est beaucoup plus des créateurs de monstres et donc très peu des gens qui vont filmer ces monstres. Alors on en a quelques-uns. Donc on a Kevin Smith, on a Guillermo del Toro, John Landis, Joe Dante, Mick Garris un petit peu aussi, Christophe Gans. On a quelques réalisateurs. Alors et qui nous apportent un peu de hauteur sur le sujet. C'est-à-dire que soit ils nous parlent de leur film et de leur expérience, c'est Joe Dante qui va te parler de Gremlins ou de Small Soldiers, de Hurlement, mais ils ont aussi une réflexion plus globale parce que eux, ils ont vu les choses évoluer. Et typiquement, Joe Dante qui a fait Gremlins avec des marionnettes et qui a fait Small Soldiers quasiment qu'avec des images de synthèse, même s'il y a encore des marionnettes, il a vu ce tournage s'amorcer, il a dû s'adapter. Et c'est une phrase terrible que nous dit Matt Winston, le fils de Stan Winston. Lorsque Stan Winston, qui fabriquait les dinosaures réels, physiques de Jurassic Park, a vu les images de synthèse arriver, lorsqu'il s'est rendu compte que dans la presse on ne parlait que des images de synthèse, alors qu'il y a beaucoup moins d'images de synthèse que de marionnettes, il s'est dit soit je m'adapte, soit je meurs. Et il s'est adapté. C'est bien de se rendre compte. Et donc il a créé Digital Domain avec James Cameron et Scott Ross et il a dit il faut évoluer. Vous avez essayé de l'avoir On a envisagé Cameron, on a envisagé Spielberg, on a envisagé des effets d'optique. Après il est devenu réalisateur. On a essayé, mais il est sur Avatar 2, 3, 4 et il est très 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 compliqué. On peut faire un petit break pour le documentaire quand même. Il est fait chier là. Écoute, on va dire que c'était un défi qui nous paraissait pas impossible parce qu'on a eu la chance de les avoir pour le film précédent. Mais pour le coup, il n'était pas forcément indispensable. Vous avez essayé de l'avoir ou pas? Robert Rodriguez, je l'ai interviewé une fois, c'était la pire interview de ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il est très sympathique, mais si tu veux, c'était oui, non, voilà, ses réponses étaient un peu monosyllabiques, donc je me suis senti tout seul. Sinon, le piège de ce type de docu, c'est peut-être de tomber justement dans la nostalgite, non? Un peu. Enfin, parce que. La nostalgite, ça existe, ce mot. La nostalgite. La nostalgite, c'est une nostalgie aiguë. D'accord, non, mais c'est la nostalgite.
Et parce qu'on est forcément tenté quand on a une fascination totale comme ça pour des films qui ont bercé notre enfance, notre adolescence, et qu'on a grandi avec ces monstres, avec ces maquilleurs, et qu'on admire leur travail, et qu'on voit qu'aujourd'hui, effectivement, comme tu disais très justement, les maquilleurs d'aujourd'hui, leurs noms ne sont absolument pas connus, donc il y a comme une espèce d'évaluation d'un travail qui est toujours aussi forcené et difficile. Est-ce que on peut avoir un regard, on va dire, contemporain et voire même un petit peu limite prospectif, c'est-à-dire essayer de se projeter en fait dans l'avenir et ne pas être un peu figé sur le rêve, le fantasme, la Madeleine de Proust et tout ça. Alors justement, nous on s'est mis d'accord très très tôt sur le fait qu'on ne faisait pas quelque chose de nostalgique. Sur le fait que l'idée de pas diaboliser par exemple les images de synthèse, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les techniques d'aujourd'hui, elles sont passionnantes. Notre avantage, c'est que nous on adore Avatar, on adore le travail de Weta, les derniers Planètes des singes, on aime, on adore le boulot de Weta sur le Hobbit, etc. Donc il y a plein de choses qui se font aujourd'hui qu'on aime. Et ça nous aide aussi à voir le sujet d'une façon qui n'est pas vraiment on a essayé de rester objectif. Passéiste. Et exactement. En fait, on voulait pas être passéiste et on peut penser ce qu'on veut, mais quand on regarde les singes de Weta des derniers Planètes des singes et les masques en plastique de John Chambers des premiers Planètes des singes, indépendamment de la qualité autonome des films, il n'y a pas photo. On se rend bien compte que la performance, elle va 10 crans plus loin. Après, est-ce que c'est mieux ? On n'en sait rien. Et on va pas se permettre, nous, de dire si c'est mieux ou moins bien. Même les gens qu'on a interviewés restent très prudents là-dessus parce que mais on déplace le sujet, par contre. Les plus fervents défenseurs du caoutchouc, ils peuvent pas s'empêcher de dire que c'est magnifique ce travail et que on va plus loin dans la narration. On peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Mais l'idée, c'est de raconter une histoire avec. Voilà. C'est ça la question. Et est-ce qu'il faut surexposer les écrans d'images de synthèse jusqu'à ce que tout le monde en ait marre d'en voir et ne s'étonne plus de rien ? C'est un autre débat. On essaye d'ouvrir aussi des portes comme ça et de pas fermer le documentaire. L'idée étant de ne pas apporter des réponses fermes. Quand il y a une réponse ferme à donner, genre comment on fait un effet spécial de maquillage, on fait comme ça. Mais quand il s'agit de prospective, comme tu disais, ou d'avoir un avis plus global, plus aérien sur ce métier et sur ce qui va devenir, on ne donne aucune réponse parce qu'on n'en sait rien. Par contre, on donne plein de pistes possibles. Mais on se permet aussi de désacraliser un peu certaines choses. Par exemple, le Chris Wallace, qui est dans le film aussi, dont on n'a pas encore parlé, donc qui est le superviseur des créatures de Gremlins et The Fly et le Festin nu, nous parle donc de certaines contraintes des animatroniques, parce que les animatroniques avant, on allait avoir un mouvement fluide et puis d'un coup, clac, il y a quelque chose qui partait en vrille. Et pour illustrer, on a des images de tournage de la mouche où il se passe exactement ça. Et la mouche, on aime tous ce film, mais on a grandi avec ce film, mais objectivement, les effets sont perfectibles. C'est comme Spielberg Les Dents de la Mer qui a toujours dit que c'était une catastrophe. Oui, dont on parle aussi. Le requin, oui, enfin là en l'occurrence, effectivement, le requin il marchait pas du tout, mais s'il avait eu un requin en image de synthèse, il l'aurait sans doute trop montré. Oui. Alors que Carlo Rambaldi sur Silver Bullet, ses loups-garous étaient parfaits. Magnifique. Les plus beaux loups-garous de l'histoire du cinéma, je crois. Parfait. Peur bleue, très joli film. Ouais. J'aime beaucoup ce film. En fait. Très émouvant. Très émouvant. La Silver Bullet. Mais ça tombe bien, on a fait une parenthèse de 4h20 sur Peur bleue. Juste après Munchies, je crois. Moi, Juste après Munchies. Ce que j'ai compris, en gros, le chutier, tout ce que vous n'avez pas montré, a l'air d'être juste énorme, quoi. C'était des choix difficiles, c'est-à-dire qu'on a dû se faire violence nous en disant cette scène on l'enlève, alors qu'il y a des goodies incroyables parce que on n'en a pas encore parlé, mais au-delà des gens qu'on a rencontrés, ces gens-là nous ont fourni des images qu'on n'avait jamais vues nulle part, des images de tournage de la mouche, des essais de Gremlins. On a 7 heures d'essais de Gremlins. Des kilomètres de rush, quoi. Vous avez regardé l'intégralité. Oui, parce qu'il fallait choisir. La bave-aux-lèvres. Les images de tournage de Starship Troopers, des choses. Phil nous a filé 16 heures d'images de tournage de Starship Troopers. Puis c'est pas des images de dialogue, hein. Il a fallu acheter des disques durs pour les stocker, ces trucs-là. Enfin, la question, c'est là, le film, il a sa carrière, il va démarrer sa carrière en festival, en télévision, probablement derrière en vidéo. Est-ce qu'il y aura moyen, parce que c'est compliqué au niveau des droits, mais en fait, il n'y a que vous qui avez pu voir ces images. Non. Il y a certaines images qui vont arriver dans le bonus. On était en train d'en parler juste avant le podcast, des bonus. On avait eu 1h20 pour en parler, donc ça allait. Il n'y a pas de quoi carrément faire un autre documentaire. Non, parce qu'il n'y aurait pas une histoire à raconter, je pense. Ça reste un film, hein. C'est-à-dire que aussi il y a des choses qu'on a coupées parce que ça rentre pas dans le film. Vraiment, on est nos premiers critiques.
quand on, à un moment, on sent que le film dévie, perd son intérêt, faut couper, quoi. Vraiment, on a coupé 2 scènes majeures du film. Qu'est-ce qu'on loupe alors ? Il y a la moitié de la scène de Starship Troopers qui a sauté. En fait, on avait une séquence de Starship Troopers sur Starship Troopers qui était très longue, mais qui, au bout d'un moment, devenait un making-of de Starship Troopers. Il faisait un peu de doublon avec ce qu'on racontait dans Jurassic. Et on sortait d'une longue séquence sur la révolution digitale où on venait d'enchaîner Abyss, Terminator 2, Jurassic Park, mais en prenant aussi pas mal de hauteur sur l'évolution, etc. Donc il y avait une justification d'avoir une scène de 15 minutes sur la révolution digitale, mais avoir une scène aussi longue que ça et aussi riche en images de tournage et en maquettes, etc. sur Starship Troopers, d'un coup on s'arrêtait. Au bout d'un moment, et c'était plus le film, c'était Starship Troopers. Et donc il a fallu se faire violence, raboter, enlever 2 minutes et avancer, quoi. Et même Gremlins, on l'a pas monté, mais on sait qu'on a matière à faire quasiment un making-of des effets spéciaux de Gremlins avec des images que personne n'a jamais utilisées puisque c'est les tests de l'équipe de Chris Wallace qui intéressent. Et on a eu 50 minutes de Chris Wallace qui nous parle des coulisses de Gremlins. Et Joe Dante, Eric Baker qui nous parle de Gremlins 2, on n'a pas utilisé ça du tout dans le film. Et Michael Isal, dont on n'a pas parlé, qui était opérateur sur Gremlins 2 et qui est donc superviseur des créatures sur Hellboy 2, etc. Et donc on a de quoi faire un joli bonus sur Gremlins et Gremlins 2 et on va pas se gêner. Je pense qu'on va pas se gêner. Ouais. Il y a un truc aussi, c'est que la plupart des gars que vous avez interviewés sont plutôt jeunes. Il y a 2-3 créateurs de monstres célèbres qui ont passé l'arme à gauche récemment. Donc c'est un peu une sorte de, pas l'ultime témoignage, mais c'est quand même quelque chose sur un art, pas ancestral parce que c'est pas si vieux que ça, mais il y a quelque chose qui tient du témoignage aussi de vouloir perpétrer, de vouloir expliquer aux autres. Voilà. Est-ce que vous l'avez vu comme ça aussi, ce côté un petit peu clairement, on fait le film aussi pour que les jeunes le voient. Et en espérant que ça inspire, et aussi pour donner un témoignage, mais aussi pour dire on en est là, c'est quoi l'avenir ? Ouais, j'espère que c'est pas un ultime témoignage comme c'était le cas du film sur Harryhausen où là pour le coup c'était. Il était assez génial, là c'est quand même peut-être l'ultime témoignage, peut-être aussi d'une technologie ou d'une façon de voir les choses, je sais pas. Quand on voit les derniers films, genre le dernier Avenger où il y a des plans séquences entièrement numériques. On se dit tiens, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se créer, peut-être que le tout numérique va arriver. Non mais t'as raison Cyril, mais en même temps tous les films ne sont pas des Avengers. Donc en fait, je pense qu'il y a de la place dans d'autres films pour d'autres types de techniques. C'est génial ce qu'on arrive à faire. Genre pour les derniers Kevin Smith, quoi, Tusk et. Ouais, lui il veut des maquillages et il a raison. Et Moose Jaws que j'attends énormément. Il faut, voilà. En fait, c'est un nouvel outil qui est génial et il faut pas se dire oh là là, il est en train de tout effacer derrière lui. Mais il faut que les studios comprennent aussi que c'est pas le seul, quoi, et qu'on peut utiliser autre chose. J'espère que ce film n'est pas l'ultime témoignage d'une technique disparue et préhistorique que plus personne n'utilisera. Et que peut-être même, mais alors là ce serait peut-être un peu présomptueux, il ouvrira quelques yeux qui diront ah tiens mais c'est quand même génial ce qu'on peut faire en animatronique, pourquoi on arrête d'utiliser ça? En tout cas nous quand on l'a fait on se disait ça, qu'on se disait mais c'est hallucinant ce qu'on arrive à faire avec du caoutchouc. Pourquoi on arrête de faire ça? Et d'ailleurs, vers la fin, après s'être attardé sur la performance capture, on revient sur la révolution qui a été cachée par tout ça, la révolution de l'animatronique. Parce qu'ils ont eu une vraie révolution ces dernières années, quoi. Ils ont des nouveaux moteurs digitaux qui sont incroyablement précis, quoi. Mais c'est incroyable quand on va là-bas, il y a des salles entières, de recherche et développement. Mais il faut voir les trucs, quoi. C'est pour l'attraction, c'est pour les films, c'est pourquoi en fait c'est animatronique, c'est pour. Bah non, c'est pour le cinéma. Pour des films, par exemple, tu vois la Reine Alien, c'est. Vous avez un exemple de film récent qui a eu un animatronique de ce genre qui n'aurait pas été remplacé par du numérique? Oui, par exemple Hellboy 2. C'est le premier qui me vient, mais par exemple l'Ange de la Mort avec les ailes géantes et les yeux, etc. Tout ça c'est animatronique. Oui, t'as tous les yeux qui sont. Mais le problème c'est que les gens sont persuadés que c'est l'image de synthèse. Du coup les gens qui. Mal fait, les tentacules du Dr Octopus sont en animatronique, quoi. D'accord. Et pour vous, c'est qui le réalisateur qui a le mieux assimilé les techniques justement des effets spéciaux d'un point de vue purement technique et d'un point de vue narratif? Qui est celui qui arrive justement à maîtriser parfaitement ça et arrive à les comprendre totalement? Moi j'en ai deux, c'est Verhoeven et Cameron. Moi, je rajouterais Steven Spielberg, parce que pour moi, le modèle idéal de mélange des techniques, ça reste Jurassic Park. Ouais, quand même. Hein. Même aujourd'hui. Donc, le film date quand même de 93. Aujourd'hui encore, les images de synthèse des dinosaures se mélangent tellement bien avec les animatroniques que, à moins de raisonner et de se dire quand il marche, logiquement, il est numérique. Quand il marche pas, ça doit être un animatronique. Même avec l'œil aussi affûté qu'on a aujourd'hui, c'est pas toujours évident de faire la différence entre les deux. Et c'est bien mis en scène. En fait, si ça se trouve, les déconvenus qu'il a eu sur les Dents de la Mer lui ont servi de leçon. Il s'est dit, le hors-champ, finalement, c'est pas si mal. Mais ce qui est intéressant chez Spielberg, c'est sa retenue. Ouais. Dans Jurassic Park, il y a 65 plans numériques. C'est tout. 65 plans.
Et Dans Jurassic Park 2, on lui proposait 200 plans. Enfin, Universal voulait qu'il fasse 200 plans de dinosaures en images de synthèse. Il a dit non, ce sera 75. Universal voulait payer 130 millions pour le film. Il a dit non, 85. Le gars, il s'est dit, j'ai besoin de tel plan, tel plan, tel plan pour que la séquence fonctionne, pas plus. La séquence des caravanes dans le monde perdu, il y a 4 plans de dinosaures, quoi. Mais parce qu'il s'appuie pas que sur les effets spéciaux, il s'appuie aussi beaucoup sur la mise en scène, et il faut pas perdre de vue ça quand même. Un réalisateur, c'est aussi un type qui sait quoi montrer, quoi ne pas montrer. Et Je dirais pas que la question de Fausto, du coup. Qu'est-ce qui fait un bon réalisateur à notre époque qui arrive justement à montrer, pas trop montrer alors après, c'est subjectif. Hein. Moi, j'adore la manière dont le dernier Godzilla est mis en scène. Il y en a plein qui détestent parce qu'on voit pas assez Godzilla. Après, c'est là où ça devient très subjectif. Ouais. Au moins, c'est un parti pris. Mais c'est un parti pris. C'est un sacré parti et pris. qui est assumé à une époque où on peut tout montrer. Et justement, Et doit-on il tout te montrer ? prépare, Ça, c'est un vrai, l'apparition, et quand il apparaît, c'est déjà un climax. Et le doit-on tout montrer ? On l'aborde ce sujet-là à un moment donné. Ah. Est-ce que c'est bien de tout montrer ? Parce qu'on peut maintenant tout montrer. Mais est-ce que c'est sur bien la de le fin du faire ? docu, du coup, c'est sur les. Et voilà, maintenant qu'on sait qu'on a tous ces outils-là, c'était aussi un sujet qu'on voulait aborder. Donc on Et c'est la ouvre. suite, c'est le prochain documentaire. En fait. Alors le prochain documentaire s'appelle Doit-on tout montrer ? Do we have to show everything en anglais. Et tout sera hors champ. Voilà. Et bonne question, c'est quoi la suite en fait du coup Là, vous êtes partis dans un dynamique duo comme un peu Batman et Robin. Absolument, mais je suis Batman par contre, hein, ça que les choses soient ça claires. se discute, Je suis le plus vieux. Là, J'en vous suis êtes Batgirl. il y a même pas encore montré, donc là, je suis déjà en train de me partir dans les. Mais en fait, vous avez forcément les idées. Avec, comme disait tout à l'heure Véronique, puisque vous avez filmé qui n'a pas servi, il y a peut-être quelque chose qui vous a été dit, tiens, il y a peut-être une autre piste, un autre truc, je sais pas. Oui, alors ce qu'on a filmé, je pense pas que ça. On a plein d'idées. On a plein d'idées. Un autre film, il y aura des bonus, etc. Et en Encore plus, sur les on a- Je pense pas que vous allez balancer tout là ce soir, mais. Non, mais, j'imagine qu'il y a des idées, ouais. Oui, Non, mais il y a rien n'est même assez des projets qui enclenché. sont en cours, mais qui sont. On va faire comme les réalisateurs qui disent oh, c'est trop tôt pour vous en parler, malheureusement, je n'ai pas le droit encore. Non, parce que en fait, c'est pas assez avancé, tout simplement. Mais On est encore dans les effets spéciaux ou dans la création. on sera autour de l'univers du cinéma. C'est pas sur Piala, ça, c'est un peu que- non, c'est voilà, pas- c'est un univers qui nous plaît, qui nous parle, qu'on connaît. Autant parler de choses qu'on connaît et qui nous passionnent. On a des idées plus ou moins avancées. Il y a aussi, et ça c'est assez marrant, sur le dernier tournage qu'on a fait, une idée de documentaire qui est née lors d'une rencontre qu'on n'avait pas prévue. Ouais, totalement. On a rencontré quelqu'un à l'atelier des frères Kyodo, qui est venu à notre rencontre et on s'est dit mais vous seriez pas le fils de... Il nous a dit oui. Et donc on est allé rencontrer son père, qui nous a parlé de son grand-père, et on s'est dit mais il y a un truc de fou à faire avec ces gens-là. Grand-père, ça, Voilà, Méliès. c'est un film sur les Méliès. Et donc ce sera Les frères peut-être l'un Méliès. des prochains parce qu'il y a un chouette film à faire, un film compliqué en termes d'écriture, mais voilà. On parlera d'effets spéciaux, mais pas que de ça. Si on fait le film, en tout cas, on est en train d'y réfléchir. On a d'autres projets complètement fous qui sont sans doute irréalisables, mais on les fera. Il n'y a pas de raison. Et puis, c'est pas un scoop, mais de toute façon, c'est pas du tout avancé, donc je peux vous le dire. On a très envie aussi de s'ouvrir un peu à la fiction. Et ça va sans doute faire partie des projets qu'on va développer prochainement aussi. Tout en continuant à faire Un du film docu. d'auteur en noir et blanc. Un film d'auteur en noir et blanc. Avec beaucoup de dialogue. Du moment qu'il y a un monstre, ça me dérange pas. Et c'est quoi vos films de monstres respectifs Ah oui, c'est une favoris question. à vous deux? Le mien date de 1933 et a un rapport avec le poster du dernier PIF. La créature du lac noir. C'est King Kong. Oui, Cyril tout faux ce soir, je sais pas, mais c'est pas possible. Et toi, Alex? Il y en a beaucoup, mais Jurassic Park et le Retour du Roi, quand même. Le Retour du Roi, il y a quand même des sacrées bestioles là-dedans. Hein. Si on se concentre juste sur les monstres, Il y a de la bête. il y a de la bête. Moi, je suis un peu old school parce que je suis vieux, forcément. Donc, King Kong. Non, mais après, je l'ai bien évidemment, connu. King Kong. Je l'ai bien connu, je l'ai bien connu. J'ai même pas vu en reprise. Mais non, mais non. Le Jason et les Argonautes aussi, quand même. Obligé d'en parler. Avec votre documentaire, c'est en fait, à part dans les making-of, il y a très peu de documentaires faits sur justement les effets spéciaux. Je trouve que c'est un truc, il y a plein de documentaires, mais sur ce sujet-là, j'en vois très peu en fin de compte. Il y avait une série qu'on Voilà. aimait bien, nous, quand on était Ah ouais, petits, on c'était l'a le tous cinéma regardé, des quoi. effets spéciaux. Ouais. Magic. C'était dingue ça. Et qui était chouette et qui C'était était un génial. vrai modèle. C'était une technique par Ouais, épisode. c'était et, super. J'ai enregistré ça en VHS. Hein, je vais passer ça en Avec boucle. la voix off. Mais, Avec la super voix off. Non, en fait, c'est un peu comme le film précédent, c'est-à-dire que c'est un film qu'on voulait voir et qui n'existait pas sous cette forme-là. Oui, il y en a très peu en fait. Il y a beaucoup sur des fois un maquilleur ou sur. Mais à part les Oui, bonus, il y a pas peut-être de... très ciblé. Voilà. Celui-là, on a essayé d'être plus large Ouais. et on s'est dit même essayons de toucher des gens qui s'intéressent pas forcément aux gorilles et aux dinosaures, mais qui vont considérer, qui vont se rendre compte que c'est une vraie forme Sur la d'art phrase aussi. sur l'affiche. Un film qui ne s'intéresse pas aux gens qui aiment les gorilles et les dinosaures. Voilà, c'est ça le tagline. c'est ça la- c'est la baseline. On était les premiers surpris que ce film n'existe pas, en fait. On est deux petits Frenchies. Enfin, voilà. Sacré
experts quand même aux États-Unis. Mais c'est ça, et personne n'a jamais tapé à la porte de tous les studios, n'a jamais pu rentrer, quoi. Enfin, c'est très étrange. Il y a un truc particulier quand on y va, nous, on est les petits Français. Et du coup, ils nous considèrent comme les un peu ceux qui vont essayer de donner une approche plus artistique, plus culturelle, plus cinémathèque de leur métier. En fait, les robots. Mais cela dit, c'est aussi vrai. Je veux dire, il y a une distance. Peut-être un recul qu'ils n'ont pas sur place, mais c'est vrai qu'il y a sans prétention aucune, il y a quand même une distance, une cinéphilie et puis une capacité d'analyse qui a trait à la France, je pense. C'est pas du tout cocardier que de dire ça, que n'ont pas forcément les Américains. Je veux dire, on est quand même l'un des pays où la critique cinématographique est la plus importante, la mieux représentée. On est un pays cinéphile par excellence, où des films qui ne sont montrés, enfin, où il y a des films qui sont montrés en France, qui ne seront jamais montrés ailleurs qu'en France, à part leur pays d'origine. Non, mais t'as sans doute Tom Woodruff, en fait, on est vis-à-vis de la culture du fantastique, elle a été soutenue, représentée, à une époque en France où c'était très mal vu. Il y a quand même des gars qui sont montés au créneau très tôt, et je pense que c'est pas le cas dans tous les pays d'Europe et même du monde entier, quoi. C'est clair. On est retourné voir plusieurs fois, à chaque fois qu'on est retourné aux États-Unis, on est retourné voir ceux qu'on avait déjà interviewés pour garder une relation et peut-être même faire des petites interviews supplémentaires, etc. Et on était retourné voir Tom Woodruff et Alec Gillis dans leur studio, donc ceux qui font les films aliens. Et Tom Woodruff nous a dit un truc qui nous avait assez touché. Il nous a dit la plupart des gens qui viennent dans nos studios, ils plaquent leur caméra sur la créature, ils essaient de regarder le mécanisme, etc. Mais vous reculez, vous regardez le créateur, quoi. C'est pour eux, ça les touche, quoi. Je pense que ça leur fait quelque chose. Mais finalement, le plan machiavélique derrière ce documentaire, c'est bien d'avoir un maximum de contacts pour ensuite éventuellement fiction, c'est ça, donner enfin dans la fiction et avoir des effets spéciaux pour pas cher, du genre Allophile. Écoute, j'ai pas besoin d'un plan de stop motion. Si tu pouvais me faire un robot bipède qui attaque quelqu'un. Je sais que l'après-midi tu bosses sur d'autres choses que tes prods hollywoodiennes que tu torches le matin. Est-ce que tu veux bien me faire un petit devis? Mais de toute façon, on est machiavélique. Hein. Les auditeurs ne voient pas, mais je suis en train de caresser un chat, je suis chauve. Moi je suis effectivement chauve, mais je n'ai pas de chat. C'est quoi, alors je sais pas si il y a des créateurs de monstres qui passent à la réalisation, comme pour c'était Wishmaster, c'était Kurtzman qui avait fait ça. Bah, même Phil, Starship Troopers 2. Alec Gillis, il en a fait récemment aussi. Oui, il en a fait un. Armageddon. Même Tom Woodruff en a fait un aussi. C'est pas toujours des bons films, en fait. Ils ont très peu de budget. Non, c'est rarement des bons films. Des tournages ultra serrés. La Nuit des Morts Vivants était pas mal. C'était pas mal du tout. Globalement, c'est pas souvent des bons films. Mais alors, à quoi vous attribuez ça, en fait? C'est peut-être hors sujet à la question. Non, mais c'est pas un sujet qu'on a abordé. Il y a aussi beaucoup de problèmes de production qu'on connaît pas forcément quand on voit les films. Ouais. Et le Razor 4 aussi. Mais La Mouche 2, c'est cool. La Mouche 2, c'est cool. Et d'ailleurs, c'est le seul film. Ouais. Mais The Vagrant, je sais plus que Psychose paranoïaque ou Psychose meurtrière, je sais plus. Le deuxième de Chris Wallace est mortel. Vraiment. Avec tu vois Bill Paxton. Non, mais je l'ai pas vu. The Vagrant. Essayez de regarder ça, c'est génial. Ouais. Bill Paxton qui s'installe dans un pavillon de banlieue et il y a un clodo qui apparaît la nuit dans ça. Tu l'as vu? Ah, je l'ai vu, j'adore. J'adore ce film. Qui a d'ailleurs été chroniqué dans Mad à l'époque. Ouais, et avec partout là dans Vidéo et Débat, il y avait une musique aussi de Christopher Young qui est mortelle, super expérimentale. Donc, comme quoi, il y a aussi des. Mais après, d'abord c'est deux métiers différents. Tu n'es pas forcément un excellent créateur d'effets spéciaux, un excellent réalisateur. Et après, ils les font peut-être pas pour les bonnes raisons non plus. C'est-à-dire que des fois, souvent, ils arrivent un peu à la rescousse. Ouais. C'est-à-dire le gars il sait faire des effets spéciaux, il saura faire le film. Et puis ça fera vendre aussi d'avoir le nom. Ça se passe pas bien et c'est. Voilà, quand Phil a fait Starship Troopers 2... En fait, Starship Troopers 2, il m'a expliqué des choses. Il devait tourner avec une caméra. Il voulait tourner avec une caméra bien précise. Ils avaient fait des tests. Non, mais avec une caméra bien précise. Vraiment, non, mais c'est un truc tout con. Ils ont fait des tests avec son directeur photo, son chef costumier, etc. Ils ont pris les costumes et des bouts de décor du premier film, ce qui économisait beaucoup de budget du film pour pouvoir après le dépenser ailleurs. Le problème, c'est que Sony a voulu tourner avec une autre caméra. Une caméra Sony qu'ils n'avaient pas prévue. Quand ils ont fait les tests, tous les décors et les costumes vacillaient. C'était inutilisable. Donc, quelques semaines avant le tournage, ils ont dû tout repartir à zéro, redépenser la moitié de leur budget dans les décors et les costumes,
Donc les effets spéciaux, les effets visuels, ça a pris un coup pas possible. Et les 5 premiers jours, il s'est passé plein de bordel parce que c'était pas prêt. Et ils ont accumulé 3 jours de tournage, 3 jours de retard. Et en fait, ils devaient récupérer ce retard, sinon la compagnie d'assurance confisquait le film. Donc ils ont pris Phil a pris le scénario et puis il a déchiré des pages parce qu'il fallait rattraper le retard. Donc ils ont supprimé plein de scènes. Et le film n'a plus beaucoup de. Les gars des effets spéciaux qui réalisent des films, c'est rarement des premiers choix. C'est-à-dire qu'on les appelle un peu parce qu'on ne sait pas trop qui va réaliser le film. C'est un peu des Alan Smithy souvent aussi, c'est-à-dire des gens qui se cachent derrière des pseudos parce que voilà. Et c'est le cas avec Alec Gillis par exemple, des gens qui veulent montrer leur savoir-faire et donc qui se foutent d'avoir un gros budget, qui ont un tout petit budget, mais qui montrent ce qu'ils savent faire. Donc généralement les effets spéciaux sont top, la réal pas toujours bien parce que soit il n'y a pas les moyens qu'il faut, soit le talent du gars n'est pas forcément celui d'un excellent réalisateur ou directeur d'acteur. Mais cette année on en a un au pif de gars des effets spéciaux qui passent à la réal, qui est un néo-zélandais, Jason Lee Oden, qui lui a bossé chez Weta sur Prometheus, sur Le Hobbit, qui a aussi bossé sur The Avengers et qui fait son premier long, Deathgasm, voilà. Il est bien. Et le long est super cool. Et ce qui est drôle en fait, c'est qu'il a bossé sur des films qui avaient une grosse structure, digitale en fait. Et lui arrive à un film qui est beaucoup plus primitif, beaucoup plus prosthétique. Et c'est assez marrant parce qu'on a l'impression que le mec du coup lâche complètement la bride en fait, était super frustré. Il revient en fait. au physique. Voilà. Mais lui bossait chez Workshop ou chez Digital? Il était chez Digital, ouais. Il était chez Digital, carrément. Et donc, du coup, c'est assez marrant, en fait, de le voir bosser sur un truc. On voit qu'il y a quelques exemples réussis. Après tout, Guillermo del Toro a commencé en faisant des maquillages. Kyodo aussi, avec Killer Clown. Les frères Kyodo, qui ont quand même fait un film cool. Et puis, le réalisateur de Blade, il faisait des effets spéciaux. Kevin Norrington, c'était son métier aussi au départ. Donc, il y a quand même quelques exemples réussis, mais. Antonio Margheriti, hein. Cameron aussi. Cameron aussi, absolument. Ouais, c'est un bon exemple. 97, donc, bon, il y en a quand même quelques-uns. Mais c'est pas, oui, c'est vrai que c'est pas, mais bon, je pense que c'est normal. C'est comme si tu disais, pourquoi cet excellent compositeur de musique de film n'a Fincher pas aussi, j'ai retrouvé chez Tippett des photos de Fincher. C'est un autre métier, quoi. Peut-être un talent différent. Un acteur sait sans doute déjà très bien diriger un acteur. Et puis après, il faut avoir la vision du. Ouais, non, mais complètement. On le voulait. Ou Astérix aux Jeux Olympiques. Oui, tout à fait. Oui, ce sont de bons exemples. Faut exiger de la qualité. Ce serait bien de finir ce podcast sur Astérix aux Jeux Olympiques. Ça me ferait plaisir, moi. Aladdin, tu peux par exemple ouvrir des salles de sport dans Paris et puis faire un film comme Aladdin. C'est ça qu'il est d'accord. Oui, Arthur Benzaken, ouais. Mais bon, peut-être que ça va couper, c'est en fait du podcast. Mais il a dit qu'il a raison, il faut qu'on finisse faire un truc intelligent, ça serait bien de finir sur un truc intelligent, il faut peut-être mieux que Véronique dise quelque chose. Le truc le plus intelligent que je puisse dire, c'est que le complexe de Frankenstein, c'est donc le 18 novembre à 21h45 au PIF pour la 5e édition, et c'est une première mondiale. On peut le dire, mondiale. Et on est très très content. Vraiment, on est touché déjà d'être au PIF. Ça nous fait plaisir à chaque fois d'être au PIF. Et en plus, dans ce cinéma mythique, c'est top. C'est un vrai rêve qui se réalise. C'est chouette. Merci. Merci à vous. Merci.